si la matière n'était pas inerte, si elle était juste endormie? C'est une idée un peu folle, non? Imaginez un instant que le plomb, ce métal lourd et gris, n'est pas une finalité, mais juste une étape sur un long chemin vers la perfection. Eh bien, cette idée, c'est le cœur d'une quête qui a fasciné, et même obsédé, des esprits brillants pendant plus de 2000 ans. Une quête de savoir, de pouvoir, et peut-être même d'éternité. C'est ça l'histoire de l'alchimie. Voilà, c'est la phrase, le credo de tous les alchimistes. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ça a l'air un peu mystérieux comme ça, mais en fait, l'idée est assez belle. Ça veut dire que pour comprendre l'univers entier, le grand, le macrocosme, il faut d'abord regarder ce qu'il y a en nous et autour de nous, en miniature, le microcosme. C'est vraiment la clé de voûte de toute leur pensée. Tout est connecté. Le ciel et la terre, l'esprit et la matière, tout se reflète. C'est un miroir géant en quelque sorte. Alors, au programme, aujourd'hui, on va remonter le temps. On part des origines mystiques, on fait un tour par l'âge d'or arabe, puis on plonge dans le grand œuvre européen. Ensuite, on verra comment tout ça s'est transformé en chimie pour finir sur son héritage, et il est assez surprenant. Allez, c'est parti. Première étape, les origines mystiques. Et pour ça, direction l'Égypte ancienne. C'est là, sur les rives du Nil, que tout a vraiment commencé. En fait, l'alchimie, c'est le fruit d'une rencontre, une fusion entre deux mondes très différents. D'un côté, on a la pratique égyptienne. Les prêtres égyptiens étaient des maîtres de ce qu'ils appelaient la kémia. C'était très concret, l'embaumement, la métallurgie, la création de pigments. De l'autre côté, on a la théorie grecque, des gens comme Aristote qui se posaient des questions plus fondamentales. Pour eux, tout dans l'univers était composé des 4 mêmes éléments: la terre, l'air, le feu et l'eau. Alors quand ces deux idées se sont rencontrées, ça a fait tilt. Si tout est fait de la même chose, alors on peut changer une chose en une autre, non? La transmutation devient d'un coup théoriquement possible. Et cette fusion incroyable, elle va s'incarner dans un personnage légendaire, Hermès Trismégiste. Attention, il n'a probablement jamais existé, c'est plutôt un symbole. Il représente l'union parfaite entre le dieu égyptien de la sagesse, Thoth, et son équivalent grec, Hermès. C'est à lui, bien sûr, qu'on attribue le texte le plus célèbre de l'alchimie, cette fameuse table d'émeraude qu'on a vue juste avant. Bon, maintenant on fait un bond en avant dans le temps. On arrive à l'âge d'or arabe. C'est un moment clé parce que l'alchimie va complètement changer de visage. Pendant que l'Europe traverse une période un peu compliquée, le flambeau du savoir, lui, est repris avec brio dans le monde islamique. Et là, on rencontre une figure absolument centrale, Jabir ibn Hayyan, qu'on appellera Geber en Europe. Ce qu'il dit là, c'est une véritable révolution. En gros, c'est bien beau de réfléchir, mais maintenant, il faut mettre les mains dans le cambouis. Fini les spéculations purement mystiques. Avec lui, il faut expérimenter, il faut des preuves, il faut de la rigueur. L'alchimie, grâce à lui, devient presque une science. On passe des textes sacrés au travail acharné dans le labo. Et Djabir va développer la grande théorie de l'époque, la théorie soufre-mercure. L'idée est assez poétique. Pour lui, tous les métaux sont faits de 2 principes. Le soufre, qui donne la couleur et le côté feu, et le mercure, qui donne le côté liquide. Le plomb ou le fer ne sont pas des métaux inférieurs. Non, ce sont juste des métaux malades. Leurs principes sont impurs ou mal équilibrés. L'or, lui, c'est le métal en parfaite santé. Du coup, l'alchimiste devient une sorte de médecin des métaux. Son but n'est pas de créer de l'or, mais de guérir le plomb pour l'amener à la perfection. Et l'héritage de cette période est juste immense. Grâce à des gens comme Jabir ou Al-Razi, on a pour la première fois une classification sérieuse des substances. C'est aussi à eux qu'on doit le perfectionnement d'outils de labo essentiels, comme l'alambic, encore utilisé aujourd'hui. En bref, ils ont pris un art mystique et en ont fait une proto-science, avec une méthode et des connaissances qu'on pouvait enfin se transmettre. 3e chapitre, le grand œuvre européen. À partir du XIIe siècle, tout ce savoir accumulé dans le monde arabo-persan arrive en Europe, notamment via l'Espagne. Imaginez le choc. On traduit massivement ces textes en latin, et ça déclenche une véritable ferveur. C'est le début de la quête la plus mythique de l'histoire de l'alchimie. Et cette quête, elle a un nom, la pierre philosophale, le fameux lapis philosophorum. C'est le Graal des alchimistes, une substance légendaire avec des pouvoirs presque divins. Parce qu'attention, il ne s'agit pas seulement de transformer le plomb en or pour devenir riche, non, non. Cette pierre est aussi censée produire l'élixir de vie, un remède capable de guérir n'importe quelle maladie et de prolonger la vie. La richesse, oui, mais aussi la santé parfaite.
Et c'est là qu'on touche à la beauté de l'alchimie européenne. Le grand œuvre, pour obtenir cette pierre, ce n'est pas juste une recette de cuisine, c'est un voyage. Un voyage en 3 étapes, à la fois chimique et spirituelle. D'abord, le nigredo, l'œuvre noire. Dans le ballon, la matière se décompose, elle meurt. Et en même temps, l'alchimiste fait face à ses propres ténèbres. Ensuite, l'albédo, le blanc, c'est la purification. On lave les impuretés de la matière et en miroir, on purifie son âme. Et enfin, l'étape ultime, le rubédo, le rouge. C'est la naissance de la pierre dans le creuset et l'illumination spirituelle de celui qui l'a créée. La transformation extérieure n'est que le reflet de la transformation intérieure. On avance encore, et il arrive à un tournant, la Renaissance, puis les Lumières. C'est un moment paradoxal pour l'alchimie. D'un côté, elle n'a jamais été aussi influente, mais de l'autre, c'est le début de la fin, le moment où tout va se fracturer. Et le premier à jeter un pavé dans la mare, c'est un certain Paracelse, un personnage haut en couleur, un vrai rebelle. Pour lui, cette histoire de faire de l'or, c'est une perte de temps. Le vrai but de l'alchimie, c'est de guérir. Il crée ce qu'on appelle la iatrochimie, qui est en gros l'ancêtre de notre pharmacologie. Il utilise les techniques alchimiques pour extraire les principes actifs des plantes et des minéraux. C'est une révolution. Mais alors attention, anecdote assez incroyable. L'un des plus grands alchimistes de cette période, c'est Isaac Newton. Oui, le père de la physique moderne. Il a passé plus de temps sur l'alchimie que sur la physique, dont son labo secret. Pour lui, il n'y avait aucune contradiction. Physique et alchimie, c'était juste 2 langues différentes pour essayer de déchiffrer le grand livre de la nature écrit par Dieu. Pourtant, même un génie comme Newton ne pourra pas arrêter la marche du temps. C'est un Français, Antoine Lavoisier, qui va porter le coup de grâce. Son arme, une simple balance. En pesant tout, de manière super précise, il va énoncer une loi qui change tout. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La transformation existe toujours, bien sûr, mais elle n'est plus guidée par des principes mystiques. Elle obéit à des lois mathématiques précises, quantifiables. Et là, on assiste à une véritable rupture. Le monde de l'alchimiste était un monde vivant où la matière avait une âme. Le monde du chimiste, lui, est un monde de lois impersonnelles, mesurables. La matière n'est plus d'âme, elle a une masse. On ne cherche plus la perfection spirituelle, on cherche l'analyse et la prédiction. C'est à ce moment précis que la chimie moderne naît, en se séparant de sa mère, l'alchimie. Alors, est-ce que l'alchimie est morte pour autant ? Pas vraiment. C'est plutôt comme une grande rivière qui se serait séparée en 2 cours d'eau bien distincts. Et ces 2 courants, ils existent encore aujourd'hui. Le premier courant, le courant matériel, a abandonné sa partie philosophique et est devenu la chimie moderne. Il lui a légué tous ses outils, ses techniques et de nombreuses substances. Le deuxième courant, le spirituel, a fait le chemin inverse. Il a abandonné le laboratoire pour se concentrer uniquement sur le symbolisme de la transformation intérieure. Il est devenu plus secret et a profondément influencé tout l'ésotérisme occidental. Et ce courant spirituel, on va le voir ressurgir au XXe siècle, là où on s'y attendait le moins, dans le cabinet d'un psychiatre. C'est Carl Jung. En étudiant les vieux textes alchimiques, il a eu une révélation. Pour lui, le nigredo, l'albédo, le rubédo, ce n'était pas de la chimie, c'était une description parfaite du cheminement psychologique qu'il appelait l'individuation, le processus pour devenir un individu complet. Pour Jung, les alchimistes, sans le savoir, avaient dessiné une carte de la psyché humaine. Donc au final, on voit bien que réduire l'alchimie à une fausse chimie, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. C'était bien plus que ça. C'était une philosophie complète, une vision du monde incroyablement riche. Une tentative magnifique de relier ce qui se passait dans un petit ballon de verre à ce qui se passait dans les étoiles. De lier la transformation de la matière à la quête de sens de l'être humain. Un rappel fascinant d'une époque où science, philosophie et spiritualité n'étaient pas encore séparées. La question qu'on peut se poser pour finir, c'est est-ce que cette quête est vraiment terminée ? Est-ce qu'on a arrêté de vouloir transformer le plomb en or ou est-ce que cette quête a simplement changé de forme ? Après tout, vouloir transformer le plomb de l'ignorance en l'or de la connaissance, n'est-ce pas une quête profondément humaine et finalement éternelle ? Peut-être qu'on a juste changé de laboratoire ?